Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue Bonjour. Bonjour à tous. dans cette heure matinale. Voilà, excellent. Donc, nous allons démarrer à l'heure quasi suisse. Il est 8h01. Bienvenue à tous. Je tenais à vous dire quelques mots d'abord par rapport à notre démarche de ces matinales. Donc, permettez-moi de vous donner deux, trois slides d'introduction. Voilà, mon nom est Suzanne Rabarenevet. Je suis CEO et co-founder de Businessin. En fait, notre historique, c'est la constatation que les PME sont souvent relativement timides par rapport à leur transformation digitale et qui n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, pas forcément les moyens financiers, ni la main-d'œuvre pour s'en occuper. Par contre, il y a un véritable besoin d'information, de dédramatisation. Et ce que nous voulons faire avec ces matinales, c'est en fait entrer dans cette phase de dédramatisation et d'information et d'inspiration et de connexion avec d'autres acteurs afin que les PME puissent entamer la transformation digitale par petits pas qui soient essentiellement mesurables. Nous sommes 3 partenaires à organiser ces matinales. Permettez-moi, je dois juste encore admettre d'autres personnes qui attendent. Voilà. Donc, nous sommes 3 partenaires à organiser ces matinales. Nous avons vraiment uni nos forces pour bien réfléchir comment les entamer, dans quelles régions et dans quelles industries. Et nous essayons justement de couvrir divers domaines, mais essentiellement des domaines aussi qui soient des domaines traditionnels. Voilà un peu le plan jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes donc virtuellement à Neuchâtel aujourd'hui. Donc malheureusement, nous n'avons pas pu faire l'événement en présentiel comme prévu, mais ça nous permet d'avoir des connexions intercantonales assez solides, comme on a pu le voir déjà au niveau des intervenants. Nous sommes à Neuchâtel, à Genève, dans le canton de Vaud et en Valais. Donc voilà, ça c'est la prochaine matinale, ça aura lieu le 28 au RCE d'Yverdon et la dernière de l'année à Bulle sur une thématique assez intéressante, celle de la taxation du vacherin fribourgeois. Donc on peut dire qu'on est vraiment dans la tradition très ancrée dans le terroir. Quelques mots sur les co-organisateurs. Donc, Digital Switzerland est une association nationale à but non lucratif. Il y a de grandes entreprises, des PME, des institutions, des ONG. Et effectivement, l'intérêt de Digital Switzerland de se joindre à ce programme, c'est de vraiment saisir les besoins du 95% du tissu économique suisse que sont les PME. Je vais vite encore voir dans la waiting room. Pardon. Toujours des personnes qui entrent. Voilà, Impactia est une fondation qui accompagne la transformation des PME en accélérant l'adoption d'intelligence artificielle qui soit éthique, robuste et légale. Et on vous dira toutes les 2-3 mots à la fin de cette présentation sur les formations que nous avons mises en place. Businessin est une plateforme de connexion entre les PME et des acteurs spécifiques d'innovation qui sont soit des instituts de recherche, l'académie, mais aussi des startups. Car nous estimons que les startups viennent avec des services et des produits qui sont particulièrement pertinents en B2B pour des PME qui peuvent les utiliser, qui peuvent aussi utiliser les manières d'agir des startups telles que l'agilité par exemple.
Nous voulons remercier également notre partenaire qui est la Haute École Arc Ingénierie qui voulait nous accueillir gentiment dans leurs locaux pour cet événement qui finalement est virtuel, mais qui reste notre partenaire puisque nous avons le plaisir aussi d'avoir un intervenant qui va nous en dire plus sur le domaine que nous traitons aujourd'hui, c'est-à-dire la Smart Factory. Et c'est ainsi que je donne la parole à Stefano Carino, qui nous fera une jolie introduction pour que nous soyons plus érudits à ce sujet. Merci Suzanne. Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, c'est parfait. C'est parfait, ok. Donc, bonjour à tous. Un petit mot d'introduction. Je m'appelle donc Stefano Carrino, je suis professeur à la Shark Ingénierie et je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle. En fait, je travaille dans le groupe d'analyse des données et par rapport à la numérisation qu'on parle aujourd'hui, la numérisation de la production, donc j'y travaille au quotidien, même si c'est pour certains aspects donc liés plutôt à l'informatique, qui c'est donc une petite partie de ce qui est la numérisation. Pourquoi on parle de numérisation? Parce qu'effectivement, si on entend les médias, il y a beaucoup de promesses qui viennent de ces concepts. On parle de visibilité améliorée des opérations de fabrication, d'utilisation améliorée des machines, on parle de réduction des gaspillages, une qualité finale améliorée des produits qu'on vient de faire. On parle même des concepts encore plus larges, comme je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des révolutions, des quatrièmes révolutions industrielles. Donc là, le concept est encore plus puissant. Donc l'idée, c'est qu'on revient en quelque sorte dans un artisanat comme c'était à l'ancienne. C'est-à-dire, si on regarde comme on faisait autrefois, on avait des produits qui étaient uniques, mais par contre, on avait un petit défaut à cette époque. On voulait bien sûr faire des produits uniques, mais la quantité qu'on pouvait en faire était très limitée. Donc, avec l'industrie qui arrivait, on est allé totalement à l'opposé. Donc, si on regarde à l'autre extrémité, ici, 1955, l'idée, c'était qu'on pouvait produire une quantité énorme de produits, mais voilà, on avait quand même des limitations. Ces produits, ils devaient être plus ou moins tous les mêmes, tous très, très similaires. La promesse de la révolution industrielle, de la quatrième, c'est que maintenant, on a une nouvelle... on essaie d'avoir les meilleurs des deux mondes. C'est-à-dire qu'on puisse maintenant avoir un bon volume de produits, mais sans négliger la possibilité d'avoir des produits qui sont personnalisés pour les clients finaux. Donc, cela, ça va ouvrir vraiment un nouvel imaginaire industriel dans lequel maintenant on a un produit, donc aussi un modèle d'affaires qui est basé sur les besoins d'un client final qui peut avoir des besoins à lui qui sont spécifiques, qui sont différents de tous les autres clients. Donc, il faut avoir une industrie qui soit capable de s'adapter rapidement aux changements, avec une production qui soit donc connectée, parce qu'il faut que les différents éléments de production puissent communiquer, donc qu'elle soit agile. S'il y a un changement, une panne, un problème, la production devrait être capable d'une façon autonome à pouvoir réagir à ces changements. Donc, tout cela, il faut que toute la logistique industrielle soit interconnectée pour finalement donner beaucoup plus de valeur ajoutée aux clients. Donc, ce n'est plus maintenant, donc on parle d'éléments, des connexions. On veut donc aussi avoir une chaîne de valeur digitale, c'est-à-dire on ne va plus seulement offrir un produit, mais on peut offrir par exemple un service. Et donc, cela, ça va avoir un impact important, donc, parce qu'il y a de nouveaux métiers qui deviennent importants. On a une nouvelle organisation du travail qui devient nécessaire. Et tout cela pour avoir aussi des impacts aussi positifs, donc on espère positifs en fait. Donc, bon, ça pourrait être une industrie qui devienne aussi plus responsable et durable. Mon but aujourd'hui, c'est de donner une sorte d'introduction à tout ce qui est numérisation de la production, mais ça, c'est une tâche très difficile parce que quand on parle de numérisation, on ne parle pas d'une technologie, on parle d'un ensemble très large de technologies.
Donc, on parle d'Internet des objets, on parle, comme on a entendu tout à l'heure, d'intelligence artificielle, qui c'est aussi le domaine dans lequel je travaille. Mais pour avoir de l'intelligence artificielle, peut-être vous le savez, on a besoin de données. Sans données, on ne peut pas faire l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, on a besoin des capteurs, des big data. Et une fois qu'on a des big data, on a besoin des serveurs. Et quand on a des serveurs, on parle de sécurité parce qu'à un moment donné, qu'on a des données qui sont sur le cloud, il faut assurer qu'il y a seulement les personnes qui sont autorisées qui puissent y accéder. Donc, on parle vraiment de différentes technologies, donc robotique, automation, digital twin. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'un certain nombre de compétences qui deviennent très, très larges. Donc, c'est pour cela aussi que les journées comme celle de ce matin, qui permettent de mettre en connexion différents acteurs, sont intéressantes. Moi, ce que je peux présenter très rapidement, disons, la perspective HARC. Donc, HARC Ingénierie, chez nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille dans la numérisation de la production. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà les projets comme Micro 5. Les Micro 5, c'est effectivement une machine, c'est une fraiseuse à 5 axes qui a la caractéristique d'être quand même de taille très, très réduite. Donc, elle est très petite, une taille d'une machine à café. Et ça, d'accord, une petite machine, donc ça déjà c'est très intéressant, mais la chose qui nous intéresse le plus, c'est qu'effectivement c'est une machine qui est connectée et qu'on maîtrise. Donc grâce à ça, en fait, on peut utiliser les différents éléments que je disais tout à l'heure, notamment pour ma perspective, c'est l'intelligence artificielle, que je peux utiliser pour faire pas mal de petites choses. Donc par exemple, on l'utilise pour détecter ou même prédire s'il y a un problème pendant l'usinage. On peut essayer de concevoir quel est l'usinage optimal en sachant qu'il y a une pièce qu'on veut faire. On a des aspects d'optimisation énergétique. On peut même avoir la machine qui, pendant l'usinage, s'adapte à l'usinage en lui-même. Il voit que l'outil, par exemple, est en train d'user. La machine peut donc s'adapter pour répondre à ces changements. Comment on fait ça? Donc, très rapidement, on écoute la machine. Une machine connectée, on l'écoute. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute ses signaux, on écoute son courant, on écoute les bruits qu'il fait, on peut y ajouter des microphones. Et tous ces signaux, vont nourrir nos algorithmes qui, à la fin, par exemple, vont nous dire « Ah, attention, l'outil que vous êtes en train d'utiliser va s'user bientôt. Vous pourrez faire encore une pièce. Après, il faudra les changer. » Donc, ça permet aussi d'avoir une sorte d'interaction avec la machine qui devient intelligente. Micro 5, c'était un produit, une idée, disons, 2016. Maintenant, aujourd'hui, on va vers un concept un peu plus large, si on veut, qu'on a appelé Micro-Only Lab. Donc, le Micro-Only Lab est un projet nouveau qui était déjà financé. Il va se lancer tout bientôt. L'inauguration, donc c'est fin octobre. Et ici, l'idée, c'est qu'effectivement, on ne parle plus d'une machine, mais on parle d'une micro-usine dans laquelle, ici, vous voyez, il y a des petites cases. Dans chaque case, on pourrait imaginer d'avoir une machine comme une Micro 5 ou bien une machine comme les vôtres, si vous avez des machines. Et là-dedans, l'idée, c'est de mettre en place différentes chaînes de production pour tester. Donc, celle-ci, c'est vraiment une plateforme d'expérimentation ouverte dans laquelle, dans chaque case, on peut avoir différentes machines pour avoir un processus d'usinage différent. Et donc, cela, en fait, ça me permet de compléter ce petit speech avec un petit peu de pub, parce que finalement, pour nous, les Micro-Only Lab, c'est vraiment une plateforme ouverte d'expérimentation. Donc, on a vraiment envie de faire un appel à toutes les PME qui sont intéressées à la numérisation, qui sont intéressées à développer ce concept des machines connectées ou différents aspects quand même qui sont liés à la production. Et ils peuvent venir discuter avec nous, ils peuvent venir dire quels sont leurs besoins, leurs attentes, et pourquoi pas concevoir ensemble avec nous. Donc, ma spécialité, c'est donc l'intelligence artificielle, mais il y a d'autres professeurs qui sont donc plutôt spécialisés dans la partie mécanique, Internet des objets, connectique, etc. Et pourquoi pas donc avoir un jour un de ces cases qui est utilisé par une des machines à vous,
par exemple. Donc voilà, j'avais juste quelques minutes pour présenter très rapidement quelques projets dans lesquels nous sommes impliqués. Donc voilà, merci pour votre attention. Si plus tard vous avez des questions, j'ai très volontiers aussi pour en discuter et aller un peu plus loin dans l'explication de ces concepts. Donc, j'arrête le partage de mon écran et je retourne l'écran à la prochaine présentation. Donner la parole à Samuel Vuadens qui va nous parler des Smart Factories et de leur connexion et leur efficience. Alors, bonjour à tous. Est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? C'est parfait. Parfait. Alors, bonjour à tous du Valais. Malheureusement, le temps est pas grand beau, hein. C'est du brouillard que vous voyez derrière moi, hein. Donc, aujourd'hui, je vais échanger avec vous pendant une petite demi-heure sur les différentes technologies que Stefano a déjà introduites, c'est-à-dire les technologies connotées Industrie 4.0. Ce que j'aime bien faire, hein, c'est vraiment présenter ces différents éléments sous forme pragmatique et puis de cas d'utilisation. Parce que finalement, des fois, ça peut paraître compliqué, mais dès qu'on met quelques images ou bien on parle de quelques cas d'emploi, on arrive peut-être plus facilement à se projeter. Donc, Stefano a parlé des différents piliers, hein, de l'industrie connectée, que sont les smart machines et l'IoT, qui va amener de l'efficience énergétique, des plateformes industrielles qui vont amener une efficience de production grâce à la connexion de différents partenaires, aux modèles économiques digitales qui peuvent être imaginés, réévalués et puis changés, le big data et l'AI qui nous préoccupe beaucoup ces derniers temps et dans laquelle je fonde quand même beaucoup d'espoir pour l'industrie, les jumeaux numériques qui sont déjà là depuis pas mal de temps, l'impression 3D qui arrive de manière assez intense, hein, dans toutes les industries, les cobots et la cybersécurité. Alors, j'ai 30 minutes et puis peut-être que je couperai un peu les dernières technologies en fonction du temps que j'ai à disposition. D'abord, quelques petits mots, hein, sur Factory 5. Donc, vous avez entendu parler de la Micro 5 auparavant. Donc, c'est effectivement un développement et un brevet déposé par la HEARC. Et il y a une chose qui est extrêmement intéressante dans ce qui a été fait par la HEARC, c'est qu'ils ont découvert qu'il y a un ratio idéal entre la taille de la pièce et la taille de la machine. Et puis, ce ratio est de 5. Donc, c'est pas parce que la Micro 5 est une 5-axes, c'est parce qu'il y a un ratio idéal entre deux éléments. Et puis, suite à ça, on a décidé d'avancer sur le sujet en 2017. Et la Micro 5 et la Factory 5 s'adressent uniquement aux gens qui produisent dans un cube de 50 mm d'arête, c'est-à-dire l'horlogerie, le médical, la micromécanique et la bijouterie joaillerie. Petit historique, hein, sur qui on est. Donc, moi, j'ai fondé l'entreprise en 2007 avec Pierre Fournier. On a commencé comme bureau d'études. Ensuite, on a voulu fabriquer. On a voulu industrialiser parce que finalement, des dessins, ça suffisait pas, mais on a voulu assembler les éléments qu'on imagine chez nous. Ensuite, vu qu'on est en Valais, on a fait une entreprise de maintenance qui est basée à Yverdon. Enfin, en 2017, on a pu avancer sur le projet de la Micro 5. En 2018, on a fait la plateforme connectée Factory 5. Et enfin, en 2020, on vient de rejoindre le groupe Chiron, qui est un groupe allemand qui va nous permettre d'internationaliser et de commercialiser la machine hors de Suisse. C'est peut-être cet élément, on va peut-être en discuter aussi à la fin, il y aura peut-être deux, trois questions. C'est quelque chose pour nous qui était vraiment important. On cherchait depuis 2018, depuis le début de la Micro 5, une entreprise capable de nous aider à aller à l'international. Parce que finalement, depuis le Valais, moi, ça me paraissait inatteignable de pouvoir commencer à aller sur l'international avec nos capacités. Donc, voilà. Donc, en 2016, il y a eu le prototype de la HEARC. Ensuite, en 2018, on a fait 5 machines de série 0. Et puis, en fin 2020, on aura une trentaine de machines qui sont arrivées dans les ateliers. On en livre une toutes les 2 semaines. Voilà. Alors, maintenant, sur le sujet qui nous préoccupe, hein. Petit mot sur les modèles économiques basés sur le digital. J'ai fait un petit résumé
que je souhaite partager avec vous sur différents aspects que j'imagine. Et puis, je suis très ouvert aussi à avoir vos propres idées, vos propres retours sur ces points-là. Alors, tout d'abord, j'imagine qu'il va y avoir des gens qui vont proposer des modèles style Apple. C'est-à-dire qu'on voit par exemple Siemens et Fanuc qui proposent entièrement leurs produits connectés. Vous avez des moteurs Siemens, vous avez du dessin, des logiciels de dessin qui viennent de la société Siemens, etc., etc. Donc, vous allez avoir, l'industriel va avoir du clé en main et puis il va se dire, finalement, si j'achète tout chez Siemens ou tout chez Fanuc, je vais avoir un élément qui converse parfaitement bien. J'ai fait un peu le parallèle avec Apple, hein, c'est ça, les gens qui sont Apple, ils sont certains que tout va fonctionner, ils sont prêts à payer peut-être un peu plus, à avoir moins de flexibilité, mais pour eux, tout va se connecter peut-être du premier coup. Ensuite, il y a des modèles économiques basés sur le modèle Amazon, tel Protolab ou Verg, où là, qu'est-ce qu'on voit, hein? On voit que c'est des entreprises qui ont parfaitement adapté leur logistique. C'est-à-dire que, par exemple, ces entreprises-là, vous posez le 3D sur leur plateforme et dans la seconde qui vient, vous avez le prix, le délai. Et puis, si vous commandez, vos pièces vont arriver usinées chez vous selon leur suivi logistique. Donc ça, c'est un modèle, je pense, qui est très intéressant aujourd'hui aussi pour les sous-traitants en Suisse, parce qu'il faut de la réactivité, il faut aller vite. Et puis, c'est vrai qu'attendre une offre une semaine ou 2 semaines, c'est plus possible aujourd'hui. Donc, on voit ces entreprises qui arrivent sur le marché en proposant des éléments qui sont extrêmement rapides. Pour la petite histoire, hein, j'ai déjà fait des demandes de devis chez ces entreprises, mais elles sont très chères. Donc, on voit qu'elles font payer la réactivité. Et puis, pour ma part, en tout cas, je continue à travailler avec des entreprises locales. Par contre, je pense qu'il faut vraiment que les entreprises locales aussi s'inspirent de ces modèles-là, parce que la réactivité, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Ensuite, on a des modèles basés sur Android, hein, qui sont connotés ouverts, où plusieurs entreprises peuvent proposer des services. Nous, typiquement, avec Factory 5, on travaille sur ce modèle-là. La Factory, on ne l'a fait pas toute seule, on l'a fait avec différents partenaires qui connaissent bien leur métier. On a aussi Mobility Work, par exemple, c'est une entreprise française qui travaille avec des partenaires dans le monde de la maintenance. Ensuite, on a des modèles basés sur le modèle Uber que j'apprécie beaucoup moins, hein, où finalement là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un 3D à une plateforme et puis vous avez 30, 40, 50 personnes qui se battent en duel pour vous proposer le prix. Et puis là, c'est un modèle qui me plaît moins parce que finalement, il y a du dumping salarial et puis derrière, il y a peut-être pas mal de dérives qui peut être possible. Et puis, là, c'est le dernier modèle, c'est-à-dire c'est les acteurs historiques qui essayent de rejoindre le peloton de tête, comme SAP, Microsoft, Adobe, hein, mais qui arrivent gentiment, je pense, avec de bonnes solutions. On voit Microsoft avec Office 365, ça paraît bien. Donc là, on voit des Beckhoff ou des Autodesk qui sont des anciens partenaires. Par exemple, Autodesk arrive avec une solution qui s'appelle Fusion, où pour 500 francs par année, vous avez passablement de logiciels qui sont à disposition. OK, alors ça, c'était les modèles basés sur différents modèles économiques. Maintenant, je vais aborder les Smart Factory et puis ce qu'on fait avec Factory 5. Donc, imaginez-vous, hein, vous êtes un manufacturier, vous produisez par exemple cette montre ou cette carrure à façon. Et puis, chez vous, hein, dans votre usine, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des fraiseuses, des machines de nettoyage et des machines de mesure. Et déjà, aujourd'hui, vous travaillez avec plein de partenaires qui vous aident à programmer la machine, à faire la maintenance, analyser les données. Aujourd'hui, vous ne faites pas tout vous-même. Donc, la plateforme, elle se place là au milieu. Elle aide le manufacturier à produire l'objet avec différents partenaires qui sont connectés. Mais comme vous le savez certainement, notre monde est extrêmement complexe. L'industrie, il y a beaucoup de savoir-faire qui sont finalement peut-être pas que de la technique, hein, mais aussi du savoir-faire manuel avec des gens qui ont des mains qui valent de l'or. Donc,
on a découpé l'offre en trois. Hein. Vous avez des smart machines qui sont la machine, par exemple, Micro 5, mais on a aussi la Pilot 5 de la société ESPI, et on est en train de travailler sur différentes machines de chargement avec différents partenaires. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une machine qui est dédiée au processus. Donc, imaginez-vous, hein, vous êtes toujours ce fabricant de carrures, et puis là, vous avez finalement une machine qui est dédiée à faire une carrure avec de l'or blanc, et c'est la pièce qui va aller vers la machine, et puis plus l'inverse, hein, c'est plus la machine qu'on va préparer pour faire 10 000, 15 000, 20 000 pièces les mêmes. Donc, l'Internet des objets va nous permettre de dire, OK, là, tu as une machine qui est prête, dédiée au processus, et puis elle va être prête à démarrer. Donc, l'IoT va nous permettre de faire cette inversion de processus industriel. Donc, les smart machines. Ensuite, les applications process. Les applications process, qu'est-ce que c'est? C'est du savoir-faire. Donc, il ne suffit pas d'avoir une machine, bien que parfois, on se dit avec l'imprimante 3D, il suffit d'appuyer sur clic et puis derrière, ça va produire notre objet. Non, franchement, j'y crois pas. Le process, le savoir-faire, c'est notre force. Et puis là, les applications process permettent d'avoir des gens qui ont ce savoir-faire et qui est connecté. Par exemple, vous pouvez imaginer, hein, pour la même chose, pour cette carrure, vous êtes le manufacturier, vous produisez la montre, et puis de votre côté, votre programmeur est malade, bah, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui est disponible pour faire la programmation à la place de votre programmeur. Donc, pour les PME, ça peut être extrêmement intéressant de pouvoir comme ça avancer avec différents partenaires qui sont connectés pour vous aider à produire. Et enfin, on a les applications Connect. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça, c'est finalement un ERP. C'est un ERP qui est complètement online, où vous avez votre front, qui est « Je suis le meilleur fabricant au monde de carrures ». Et puis, derrière, vous avez votre back avec les machines qui sont connectées, vos ordres de fabrication, vos ordres de maintenance et l'helpdesk. Là, on travaille aussi avec un partenaire qui s'appelle Odoo. C'est une grosse solution logicielle où, grâce à l'IoT, on peut connecter nos machines, on peut connecter par exemple des Piacolis Silvac, on peut connecter plein de différents éléments en quelques clics. Puis je pense que ce point-là est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre des dizaines et des dizaines de milliers de francs, voire des centaines. On peut démarrer très rapidement avec des plateformes de production qui sont connectées avec les clients, avec quelques centaines de francs pour une PME. Donc, on a ces solutions qui arrivent, et puis c'est peut-être un des points où j'aimerais bien insister, c'est que ces solutions, ben, elles sont plus extrêmement chères, hein, tout se démocratise, et puis on peut rapidement trouver des solutions intéressantes. Ok, alors, j'ai encore un quart d'heure. On va parler des Smart Factory, hein, c'était le titre de la présentation de ce matin. J'aimerais partager aussi le projet qu'on fait avec la Factory. Donc, la Factory 5, c'est quoi? C'est tout d'abord une partie qui est digitale. Donc, vous avez accès, par exemple, au shop. Hein. Aujourd'hui, on ne veut plus chercher dans des catalogues ou dans différents sites Internet les éléments pour faire fonctionner les machines. Vous avez un shop et puis derrière, vous avez une communauté avec du e-learning, une helpdesk qui est connectée et du service sur site qui est connecté. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important. Les Smart Factory, il y a deux aspects. Il y a le côté digital, connecté, une plateforme. Et puis, bah, cette pièce, elle n'est pas digitale. Hein. Cette pièce, elle est physique. Et derrière, on a besoin d'avoir une usine physique qui va produire. Donc là, vous avez quelques images de ce qu'on peut imaginer dans quelques années. C'est le même modèle hein, qu'on a vu que Stéphano. Donc, c'est sur ces sujets-là qu'on travaille. Aujourd'hui, grâce à la HEARC, grâce au projet, on a cette première brique qui est la Micro 5. On a une deuxième brique avec la société ESPI qui est la Pilot 5, qui est une machine de mesure. Et on est en train de travailler sur des briques de chargement, de stockage. Et puis là, vous pouvez, je pense, bien imaginer quel est le futur des Smart Factory. C'est-à-dire que je reviens à mon exemple de carrure. Vous avez des clients qui sont exigeants, qui veulent chaque fois une pièce sur mesure. Eh bien, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez
votre client qui commande sa pièce sur Internet, qui la valide. Donc, bien entendu, on prend le paiement avant, hein, donc ça c'est bien. Et il charge la carte de crédit, on est sûr que le paiement est bien sécurisé. On a les différents bruts qui arrivent. Et puis, vous avez une Smart Factory ici qui est prête à produire. Mais imaginez-vous un tout petit peu la chose. Par exemple, là, vous avez pendant un mois, tout le monde veut des carrures qui sont gravées au laser. Parce qu'il y a un influenceur à quelque part qui a dit c'est génial, il faut des carrures, des montres qui sont gravées au laser avec telle technologie. Donc, vous avez votre chaîne de production ici qui va se retrouver avec un besoin, par exemple, sur une machine de gravage laser qui est extrêmement important. Donc, vous avez deux possibilités. Soit elle va rattraper le travail pendant la nuit pour équilibrer la charge, soit vous pouvez doubler la smart machine de gravage laser pour équilibrer la charge. C'est ça qui est extrêmement, je pense, important dans une Smart Factory, c'est que ce n'est pas une machine de transfert, donc la pièce ne va pas passer de poste en poste, elle va pouvoir être stockée en attendant que le processus suivant soit libre. Et puis, je pense que c'est un des éléments qui est extrêmement important dans les Smart Factories, c'est qu'il faut réaliser du lean et pas penser à des machines de transfert, pas penser à je dois produire 10 000 fois la même pièce, faire un pari que tout le monde va m'acheter ma montre avec ma carrure avec le gravage laser. Et puis, imaginez-vous, là, patatras, le mois suivant, qu'est-ce qui se passe? Un autre influenceur dit non, c'est pas du gravage laser qui est la mode, c'est du gravage par usinage. Donc, vous pouvez simplement renlever vos machines de gravage laser et les remplacer par des machines d'usinage. Donc, je pense qu'il y a un élément qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir ce mot en terme, hein, c'est la scalabilité pour pouvoir grandir rapidement ou pour pouvoir équilibrer les charges. Donc là, on parle des Smart Factories. Et bien entendu, je vais faire aussi le petit coup de pub, Stéphano, pour votre projet que je trouve extrêmement intéressant, extrêmement fédérateur. Donc, tu n'as pas cité d'entreprises qui participent. Hein. Je vous laisserai le faire à la fin du mois à cette inauguration. Mais le projet de la HEARC est extrêmement fédérateur avec, je crois, une dizaine en tout cas d'entreprises, voire plus, hein, qui participent déjà. Je ne sais pas vraiment qui est, mais là, je conseillerais finalement à tous les producteurs ici de Suisse de participer à ce projet que je juge fédérateur. Donc, on va pouvoir finalement travailler ensemble sur un modèle tel que le Microlean Lab. OK. Je voulais faire, j'ai encore une quinzaine de petites minutes. On va parler aussi du Big Data et l'AI, qui est un des piliers de l'industrie 4.0. Avec ce schéma, je ne me rappelle plus qui c'est qui l'a fait, Stéphano, tu me dis, toi, tu as participé à la réalisation, hein, sur faire de ce schéma. Oui, voilà. Donc, je pense qu'il est extrêmement intéressant. Et puis, j'invite aussi tout le monde à lire quelques livres hein, sur le Big Data et l'AI. Parce que finalement, dès qu'on se plonge un tout petit peu dedans, on arrive à comprendre qu'est-ce qui va arriver et pourquoi c'est intéressant pour l'industrie. Donc, on a différentes classes hein, qui sont disponibles pour le machine learning. C'est l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement et finalement la conception d'algorithmes automatisés. Là, je laisserai Stéphano certainement en parler un peu plus hein, pour plonger s'il y a différentes questions par après. Ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais juste présenter un projet qu'on a aussi avec l'HEARC qui s'appelle le CLM5, où là, on va pouvoir, grâce aux algorithmes qui sont développés chez Stéphano, réaliser quelques éléments qui sont extrêmement intéressants pour le monde de l'usinage. Donc, par exemple, le contact outil matière. Hein, imaginez-vous, alors c'est vrai que je ne sais pas qui c'est qui est mécano dans la salle, là, mais imaginez-vous quand vous êtes un mécanicien, que vous êtes en train de fraiser cette pièce, il y a un savoir-faire qui s'apprend et qui est toujours un tout petit peu délicat, c'est connaître la vitesse de la broche et les vitesses d'avance. Donc, chaque machine est différente, chaque outil est différent, et puis on se retrouve avec parfois un savoir-faire qui s'apprend sur le temps.
Et puis, je pense que c'est une des forces de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir apprendre automatiquement ces éléments-là. Et puis, grâce à la broche qui consomme très peu et l'usinage qui consomme très peu, on va pouvoir, grâce à l'analyse du courant électrique de la broche, réaliser un contact outil-matière et ainsi qu'une vitesse automatique de la broche, des vitesses d'avance automatique grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément qui est intéressant pour les polymécaniciens. On est là, on a tout ce temps gagné parce qu'on est sûr que finalement la machine a sélectionné par rapport à la matière, par rapport à l'outil et par rapport à ce qu'elle ressent, sa vitesse de coupe pour épargner l'outil et avoir le meilleur rendu possible. Et puis, le mécanicien va pouvoir se concentrer sur des savoir-faire, c'est-à-dire qu'il va pouvoir monter en complexité ses usinages et puis faire des formes de plus en plus complexes. Donc, c'est un élément aussi que j'ai repris chez toi, Stéphano. J'avais bien aimé dans la présentation je crois que c'était cette année, c'était en janvier cette année. Finalement, l'IA ne remplacera pas notre polymécanicien dans les ateliers. C'est notre polymécanicien aidé de l'IA qui le remplacera. Donc, je ne sais pas encore quel sera son nom, mais finalement, c'est un mélange de ces deux, donc du polymécanicien et de cette technologie qui sera dans nos ateliers d'ici quelques années, puis je l'espère au plus vite. Ensuite, la cybersécurité, je pense que c'est aussi un élément qui est extrêmement important aujourd'hui, parce qu'on a relativement peur dans l'industrie de partager nos données, tant bien que mal, finalement, on confie à notre banquier tout notre argent et puis on paye en ligne, etc., etc. Donc, je pense que c'est gentiment un faux problème aussi, parce que les technologies actuelles nous permettent de sécuriser nos données. C'est vrai que j'ai pour habitude de dire, finalement, si on paye en ligne, je pense qu'on peut aussi avancer en ligne avec l'industrie. Là, j'ai fait un tout petit exemple aussi sur la plateforme. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, un manufacturier aimerait produire cette pièce. Il va demander à une seule personne, donc de l'aider à programmer. Par exemple, ici, je ne sais plus qui c'est que j'ai pris comme exemple. Il va envoyer le step à quelqu'un qui l'a défini, mais chez nous, en tout cas, on n'est pas dans une plateforme où tout va être distribué à tout le monde. C'est vraiment le manufacturier qui va décider d'envoyer, par exemple, chez nous, le step pour programmer. Ou bien, ici, on voit l'exemple mesuré qui va envoyer les données ASP. Donc, c'est vraiment du point à point. Et puis, ce n'est pas une mise en concurrence ou une distribution des données à tout le monde. Ok, j'ai encore quelques minutes pour parler des cobots. Alors là, j'ai pris le robot racleur aussi, pour ceux qui connaissent, parce que je suis valaisan et puis je trouve extrêmement intéressant. Donc, les cobots, ce n'est pas les robots. Un robot, c'est quelque chose qui est en cage, qui nous fait peur, qu'il faut ne pas approcher, autrement on risque d'être blessé ou de s'en prendre une. Donc, les cobots, c'est vraiment un robot qui travaille avec l'être humain. Donc là, on a un exemple avec Rémi Baïfar, le célèbre racleur valaisan, qui a travaillé avec l'IDIAP, où on voit le robot qui a appris à racler. Il y a eu des démonstrations l'année passée à la Fort du Valais, qui n'a pas cette année malheureusement. Donc ça, c'est un élément intéressant, c'est le cobot. On va pouvoir travailler avec des robots pour soulager certaines choses qui sont peut-être pénibles à faire. Bon, je vous rassure, faire une raclette, c'est pas pénible. Ça, j'ai envie de continuer à le faire moi-même. Ensuite, les jumeaux numériques. Bon, ça, c'est quelque chose qui est, je pense, déjà bien présent dans l'industrie, où on voit ici un exemple de simulation complète d'une machine-outil par rapport au programme. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que j'ai l'impression que c'est encore pas assez utilisé. Je vois encore de nombreux programmes de FAO où cette option n'est pas utilisée ou bien est compliquée. Donc, le polymécanicien n'a pas l'entier de la vue sur ce qui va se passer dans sa machine.
Et ça, c'est un élément, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on puisse tous avoir notre modèle numérique de notre machine-outil pour éviter les collisions et travailler proprement. Bon, je pense aussi que c'est encore une question de temps, mais c'est vrai que des fois, je suis assez surpris du peu d'utilisation de ces jumeaux numériques. Peut-être qu'il y a des gens dans l'assistance qui me diront l'inverse par après, quoi. Et enfin, l'impression 3D. Donc là aussi, j'ai beaucoup d'espoir. En tout cas, ce que je vois dans l'impression 3D, c'est qu'il y a de plus en plus d'ébauches qui arrivent à imprimer en 3D. Et ensuite, on peut l'affinir sur, par exemple, notre machine, la Micro 5, ou sur d'autres machines. Donc, l'impression 3D aujourd'hui, pour moi, c'est notre ébauche. Ce qui auparavant a été fait peut-être par des presses, par différents autres machines. Aujourd'hui, l'impression 3D arrive en force pour réaliser l'ébauche. Maintenant, de là, avoir une pièce complètement finie avec les précisions requises pour le monde de la micromécanique, je ne peux pas dire dans combien de temps on verra ça, mais là, en tout cas, c'est une technologie qui est extrêmement intéressante pour ébaucher nos pièces, puis avoir des pièces qui sont légères, qui sont un tout petit peu nouvelles. Donc, vous l'aurez compris aussi, hein, notre approche, enfin mon approche de l'industrie connectée, c'est d'avoir des partenaires qui travaillent ensemble, parce que finalement, je ne crois pas aujourd'hui qu'une industrie pourra tout maîtriser ou qu'un industriel pourra tout maîtriser dans le monde de la micromécanique. Et puis, c'est peut-être une force aussi en Suisse, hein, c'est de mettre des partenaires en réseau et puis de croire qu'on sera plus fort ensemble. Donc, c'est un des objectifs de la Factory, c'est de mettre des partenaires en lien pour avoir un projet commun sur les Smart Factories. Voilà. Donc, j'ai tenu mon délai. Suzanne, j'ai fait une demi-heure, c'est juste. C'est parfait, merci beaucoup. Alors, c'est dommage, avec les systèmes en ligne, on peut pas interroger les gens, mais puis on voit pas tellement qui c'est qui est présent. Non, c'est vrai, mais maintenant, on va donner la parole effectivement aux participants. Donc, si vous permettez, Samuel, je vais reprendre l'écran. Oui. Et comme ça, je pose certaines des questions qui étaient là, posées déjà au moment de l'inscription. Un instant. Voilà. Donc, j'espère qu'on pourra bientôt faire du présentiel, hein, parce que c'est vrai que… Oui, on espère tous, je pense. Alors, il y avait pas mal de questions lors de l'inscription qui étaient des questions relativement, disons, vastes en termes de topics, de domaines. Dans le domaine RH, marketing, communication, gestion des espaces, GED, optimisation des procédés, etc. Mais j'ai quand même sélectionné quelques questions qui sont plus pertinentes par rapport à la thématique. Donc, elles sont listées là, mais peut-être que les personnes qui les ont posées peuvent effectivement soit les poser directement ou bien les commenter. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez envie de les poser directement. Pardon, je me suis un petit peu embrouillée là avec les… Par contre, pardon, j'avance un petit peu trop vite. Si une personne ne prend la parole pour l'instant, on peut déjà démarrer avec cette première question. Comment intégrer les exigences du développement durable dans la transformation digitale de l'entreprise? Stéphano, tu veux dire quelque chose? Oui. Mais… Donc, bon, il y a plusieurs aspects qu'on peut prendre en compte dans le développement durable. Donc, notamment, c'est possible d'avoir un suivi bien plus poussé pour tout ce qui est consommation d'une machine. Donc, on parlait tout à l'heure de pouvoir détecter, analyser les signaux qui ressortent d'une machine. Et nous avons, par exemple, quelques projets qui visent effectivement à essayer d'avoir un usinage tout de même de bonne qualité, mais en optimisant, par exemple, tout ce qui est consommation énergétique. Un autre aspect important, c'est clairement, une fois qu'on a des machines plus petites, c'est clair qu'on a aussi un impact
dans ce sens-là. Donc, je crois qu'il y a plusieurs axes qui peuvent rentrer en compte à niveau des numérisations qui peuvent aider un développement durable. Après, ça dépend, je pense, du domaine d'application de l'entreprise par rapport à ce qu'on peut faire. Bon, moi j'aimerais rajouter effectivement, hein, donc, bon, Stéphano, avec la Micro 5, on voit déjà que là, on a économisé énormément d'énergie simplement sur le moyen de production. Par contre, les Smart Factory puis la connectivité va amener une grande efficience parce qu'on va pouvoir vraiment travailler avec différents fournisseurs en ligne directe sans avoir de gaspillage. Je pense que ça, c'est peut-être un axe aussi qui est extrêmement intéressant avec la connectivité de différents partenaires. Donc, pour moi, la connectivité va amener une meilleure efficience. Puis ne serait-ce que pour de dire, finalement, si j'ai quelqu'un qui va acheter son élément en ligne, on va produire à la demande, là, on voit qu'il y a pas mal d'éléments qui vont peut-être pas être passés au rouleau compresseur parce qu'on s'est trompé d'axe. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses à faire. Puis je pense que c'est maintenant à nous, industriels, d'amener les outils pour que les gens qui produisent des articles puissent les utiliser. Mais votre impression de manière générale est plutôt que finalement cette transformation digitale peut aller dans le sens d'un développement durable, même si on sait qu'il y a d'autres aspects de tout ce qui est effectivement utilisation des données, etc., qui prend énormément d'énergie, mais dans l'aspect usinage en tant que tel, j'imagine qu'il y a effectivement une tendance plutôt à l'économie d'énergie. Alors moi j'ai le sentiment, oui, mais après c'est vrai que je suis pas un spécialiste dans le domaine, mais quand je vois qu'aujourd'hui j'ai tous mes appareils que j'avais avant, hein, le GPS, la radio, etc., qui est là-dedans, j'ai qu'un seul objet. Et puis alors oui, peut-être il faut beaucoup d'énergie pour faire cet objet-là, mais avant j'avais quand même énormément plus d'objets qui étaient fabriqués pour pouvoir faire les différentes choses que je faisais. Donc j'ai l'impression quand même qu'on va vers une économie. Après je suis pas un spécialiste. Ok, on enchaîne avec la deuxième question, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole. Je vous invite tous à faire cette session la plus interactive possible, mais je sais que c'est un peu une heure matinale et que les gens sont peut-être plutôt derrière leur tasse de café, mais on va enchaîner avec la mesure en temps réel de l'usure des outils. Bon, alors, sur ça, je peux parler longtemps si vous voulez. Donc, je suis en train de mener un projet exactement sur ces sujets-là. Donc, l'idée, c'est encore basé sur la Micro 5. Donc, on travaille beaucoup avec cette machine. Et là, l'idée, c'est exactement ça, de pouvoir mesurer en temps réel avec des mesures indirectes. Donc, en observant l'usinage, qu'on puisse détecter quel est l'état d'usure des outils. Donc, pour cela, il y a plusieurs techniques. Dans mon cas, sont toutes basées sur l'intelligence artificielle, donc l'analyse des données. Et dans ce cadre-là, l'idée, c'est, comme j'ai montré rapidement dans mes slides, on prend les signaux qui sont générés par la machine, ça pourrait être les courants. Donc, dans les projets qui sont en train de tester, de développer actuellement, on essaie différents capteurs, on a des accéléromètres, on a vraiment un microphone, parce qu'on sait que les outils, quand ils commencent à s'user, commencent à faire un bruit qui est différent, donc ça nous semble normal d'avoir un microphone. On utilise ces données, on ressort ces données, donc c'est clair. Dans l'IA, la première tâche qu'il faut faire, c'est accumuler des données, avoir des expériences qui nous disent si oui ou non un outil est usé. Donc, on a besoin d'une base de connaissances pour faire fonctionner des algorithmes. Et au moment donné qu'on a ces données qui ont été récoltées, les algorithmes d'IA peuvent être utilisés pour récolter et analyser automatiquement ces données. Et dans ces cas-là, on a quand même des bons résultats. On arrive à estimer avec une assez bonne précision l'état d'usure d'un outil. Donc, si on fait une classification, c'est-à-dire qu'on va estimer cet outil neuf, moyennement usé ou très usé, on arrive très facilement à détecter dans quelle classe quel est l'état de l'outil, et on arrive à les faire relativement en temps réel. Après, ça dépend de ce qu'on entend ici par temps réel. Donc, nous sommes en train de faire une pièce. Pendant l'usinage de cette pièce, on arrive à donner une réponse.
Donc, c'est tout à fait quelque chose d'intéressant et aujourd'hui, avec les outils que nous avons à disposition, faisable. Excellent. Là, dans ton exemple, hein, Stéphano, on voit de nouveau qu'on va vers la durabilité. Ça veut dire qu'on va user moins d'outils, donc on va produire moins d'outils. Alors, j'ai le sentiment qu'on est dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que finalement, on va moins utiliser de produits, puis on va aussi finalement moins dépenser, quoi. Donc, c'est peut-être aussi des choses qui sont extrêmement intéressantes. Oui, et dans le même sens, on ne commence pas à faire un usinage si on sait que l'outil va casser pendant la prochaine pièce. Donc là aussi, on a effectivement moins de gaspillage qu'on a fait. Alors Samuel, vous avez mentionné effectivement le Digital Twin tout à l'heure. Donc, est-ce que vous le voyez comme unique source d'information? Alors, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, c'est effectivement d'éviter de casser la chaîne digitale. Donc déjà, chez nous, on utilise finalement le même logiciel pour dessiner en 3D, pour faire le programme sur nos machines. Et puis, l'objectif, c'est d'éviter de changer le programme de la pièce au pied de la machine. Donc, on est vraiment dans une chaîne digitale qui est parfaitement connectée. Et puis, ça, pour nous, c'est déjà notre quotidien. Après, il faudrait aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi avoir les mouvements de la machine, etc., etc. Puis là, on n'y est pas du tout, quoi. Donc, on a déjà fait une première partie, mais là, on est quand même dépendant finalement des fournisseurs de solutions qui sont des Autodesk, des SolidWorks, des gens comme ça. Donc, c'est à venir. Alors, pour certains, c'est déjà là, hein. Je crois qu'il y a certains logiciels qui le font déjà. Moi, je n'ai pas expérimenté de mon côté. Ouais. En plus, disons, peut-être comme unique source d'information, pour le moment, on n'est pas là, mais pour tout ce qui est digitalisation, un Digital Twin peut produire des données. Et on sait que quand même, pour l'IA, c'est un peu le point faible. Donc, si on n'a pas de données, on ne peut pas faire de l'intelligence artificielle. Mais un Digital Twin, c'est un bon outil pour nous donner déjà une base de données sur laquelle travailler. Donc, il y a tous ces aspects qui sont un peu liés avec l'autre, qui peuvent effectivement mettre en place des solutions qu'on ne pourrait pas avoir si on n'a pas tous les éléments ensemble. Mais ça semble très bien si on commence à avoir un peu de numérisation d'un système, on peut avoir un peu le tout qui commence à se déclencher et tous les différents axes sur lesquels on peut agir en même temps presque. Bonjour à tout le monde, je me présente Florian Sorex. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça joue? Oui, on vous entend, on ne vous voit pas par contre. Non, il n'y a pas besoin. Mais si vous voulez, ouais, je ne sais pas si ça marchera, mais voilà. Vous voyez quelque chose? Oui, on vous voit. Bien. Alors, je me présente rapidement. Je travaille à la Shoark aussi, dans le cadre du projet Microlean Lab, et je suis responsable de la valorisation des travaux qui sont faits là-dedans. Donc, je trempe un peu dans la soupe. Et, par rapport à ce Digital Twins, alors, il y a des projets qui sont en cours pour arriver à réaliser un de ces jumeaux digitales pour la Micro 5. C'est des systèmes qui sont complexes et il y a différentes manières d'y parvenir. Soit on essaie de simuler jusqu'au passage de l'atome dans les circuits intégrés pour essayer d'avoir vraiment la simulation mathématique ou la représentation mathématique de l'objet, mais là, il nous faut des computers gros comme des maisons. Et ce n'est pas le chemin qu'on a pris. Puis un autre, c'est on essaie de simuler le concept et puis la manière dont il bouge et dont il réagit. Et puis là, c'est le Behavior Digital Twins. Donc, normalement, c'est plus simple, mais on ne sait pas encore exactement quel résultat ça va nous apporter. Mais ce qui est important, en tout cas, dans ce début de la création de ces jumeaux numériques, c'est que c'est un système qui doit s'alimenter par des données réelles. On ne peut pas commencer par alimenter de l'intelligence artificielle sur un digital twin si on ne sait pas s'il correspond effectivement à ce qu'on va avoir. On aura des résultats faux à la sortie. Donc
pendant longtemps, je pense, le Digital Twin ne va pas être l'unique source d'information. Il faudra toujours remonter des informations, enfin, pendant longtemps encore, remonter des informations de ce qui se passe effectivement sur la machine pour alimenter toutes ces bases de données qui nous permettent d'améliorer toujours et encore le résultat du Digital Twins ou la précision du Digital Twins par rapport à la réalité. Merci beaucoup pour votre intervention. On a encore 2-3 minutes, donc je laisserai peut-être effectivement Stefano et Samuel choisir l'une des questions qui nous restent. Je dirais qu'elles sont de toute façon interconnectées, ces questions, donc quelque part peut-être une forme de commentaire unique par rapport à ces 4 points. Donc la gestion centralisée, l'amélioration et validation des produits, la chaîne logistique intégrée et puis l'accompagnement des PME. Finalement, c'est un aspect très important. Là, c'était une question spécifique à la plasturgie, mais j'imagine qu'on peut faire une réponse un peu générique. Donc Samuel, est-ce que vous voulez commenter? Alors peut-être la chaîne logistique intégrée, là, c'est intéressant, hein. Alors bon, moi, j'ai aussi le sentiment là qu'il y a du travail de normalisation qui doit être fait dans l'industrie, parce que finalement, on voit aujourd'hui qu'on a de la peine encore à simplement se transférer des commandes. On envoie toujours une commande, alors, soit papier, soit un PDF. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a souvent encore des erreurs dans cette chaîne logistique intégrée. Et puis, je regarde ce que font les banquiers, hein, vu que finalement, on utilise de plus en plus ces technologies. Donc là, aujourd'hui, on arrive simplement à faire des paiements en ligne en transférant de RP à la banque directement les données. Et puis nous, on est dans l'industrie encore en train de s'envoyer, alors les fax, j'espère que c'est pour tout le monde oublié, mais on est encore en train de s'envoyer des PDF avec des milliers d'erreurs possibles entre la personne qui retranscrit dans le RP les données. Donc, dans la chaîne logistique intégrée, là, il faudrait vraiment que les instituts de normalisation trouvent des solutions pour qu'on ait juste en un clic à commander, à recevoir la facture et puis avancer de manière plus directe, hein. Après, ne serait-ce que finalement, OK, il y a un délai qui a été sur une certaine commande, qu'on soit informé le plus rapidement possible. Puis ça, je pense, ça nous aiderait aussi beaucoup dans l'industrie. Excellent. Stefano, vous voulez peut-être parler de l'accompagnement des PME, parce que c'est un bon point, effectivement. Là, effectivement, je pense que c'est bien le rôle d'une autre école. Donc, chez nous, on travaille, on collabore avec plusieurs PME et l'idée, c'est qu'on puisse collaborer ensemble pour mettre à disposition notre savoir-faire dans différents domaines. Un avantage d'une école, c'est qu'il y a des spécialistes dans plusieurs domaines différents. Et pour cela, disons, nous sommes bien disponibles à mettre nos savoir-faire à disposition des PME pour avancer dans ces aspects de digitalisation. C'est d'ailleurs une des missions d'une autre école comme la nôtre, de faire ça. Excellent, merci beaucoup à tous les deux. Un petit peu de patience encore pour une courte présentation de formation des 3 co-organisateurs. Et je donne à ce titre la parole à ma collègue Danielle. Merci Suzanne. Voilà, je vais juste passer le bon slide. Merci. Donc, je me présente, Danielle Castle, de Digital Switzerland, qui est une association à but non lucratif, comme Suzanne vous l'a indiqué. Suzanne, je n'ai pas encore les slides. Je sais, je suis en train de me battre avec la présentation et je ne comprends pas pourquoi. Je remercie déjà les présentateurs de leur présentation extrêmement intéressante. Voilà, Digital Switzerland, donc tu peux passer au suivant, s'il te plaît. C'est vraiment ce que nous faisons, c'est nous anticipons les tendances, c'est-à-dire l'impact des nouvelles technologies et les risques associés. Notre force est vraiment de mettre en réseau. Ce genre d'événement, c'est typiquement le genre d'événement de Digital Switzerland où on essaye de réunir des publics assez différents. Tu peux partir à droite, s'il te plaît?
Quand tu dis partir à droite, Je ne vois pas le slide. oups, alors là, ça va être plus compliqué. Tu peux réduire le format. Non, ça, je pense pas parce que je suis en train de partager ton slide. Donc, il est tel qu'il est. Donc là, j'ai... Sur les options d'affichage, tu peux réduire normalement. Bref, donc, peu importe. Dans cette optique-là de mettre en réseau, d'anticiper les tendances et puis de promouvoir des projets dans le sens de commencer des projets innovants et puis de promouvoir vraiment le fait que la Suisse doive rester à la pointe de l'innovation plutôt qu'à la suite de l'innovation parce qu'on a beaucoup de compétences comme on a vu aujourd'hui. On avait développé un cours qui était destiné à l'analyse de là où on était les PME, c'est-à-dire on parle de digitalisation, pour beaucoup de gens ça ne veut rien dire, ou ce qu'on a entendu dans une des autres présentations, c'est que les PME ont déjà des systèmes, mais ce sont ce qu'on appelle des legacy systems, donc des systèmes qui sont vieux, mais qu'on aurait tendance à ne pas changer parce que ça coûte trop cher, parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'engage, parce qu'on ne connaît pas l'informatique. Donc, ce qui nous intéresse, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. C'est que, en fait, c'est la formation continue. Donc, Suzanne a parlé des 3 formations. Notre formation n'est plus disponible. Par contre, on a une campagne qui s'appelle Lifelong Learning parce que vraiment, ce qu'on cherche à sensibiliser, c'est que les employés et les employeurs fassent de la formation permanente et mettent en place des structures pour que chaque employé puisse se former là où il a besoin d'être formé ou là où il ou elle désire être formé. Ce qu'on sait pour l'avenir, c'est que la formation sous toutes ses formes va devenir de plus en plus important. Et pour les PME, ça représente un vrai défi parce que c'est du temps et de l'argent. Mais le message principal de Digital Switzerland, c'est s'il vous plaît, pensez à la formation continue, qu'elle soit courte, qu'elle soit digitale ou analogue. Tous vos employés ont besoin de se former au-delà de simplement la formation continue dans l'emploi. Voilà, merci Suzanne. Merci beaucoup Daniel. Voilà, et je vais passer la parole à Laura. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, désolé, les perturbations des CFF font que je me retrouve sur un quai de gare alors que je ne devrais pas y être. Donc, quelques mots sur la Fondation Impactia. Est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Et la suivante. Donc, ce que nous faisons en tant... Passe aussi là, voilà. Ce que nous faisons en tant que fondation, c'est d'accélérer l'adoption d'intelligence artificielle éthique, robuste et légale dans le domaine du travail. Et en fait, pour cela, nous avons développé un... Je suis vraiment désolée, là, c'est le pire moment que le train arrive. Pour cela, nous avons développé un programme d'accélération pour les PME où en fait, on va dérouler avec la PME le premier projet en intelligence artificielle avec elles pour qu'elles acquièrent les compétences qui leur permettent après d'avoir l'autonomie, de développer les projets suivants, de travailler avec des gens à l'extérieur et puis d'avoir des plans de route en ayant l'expérience de le faire. Et en fait, pour ça, on a un advisory board de 21 experts pluridisciplinaires qui viennent et de partout dans le monde et du monde académique, mais on a également une équipe qui travaille là-dessus et puis le gouvernement qui nous soutient dans ce plan sous forme de plan de relance. Voilà en quelques mots, je coupe mon son pour ne pas vous casser les oreilles et je vous remercie. Voilà, ton dernier slide, tu veux dire un mot? Donc, voilà, oui, alors là c'est vraiment le programme en 5 étapes qu'on lance dans le programme Accéléré. Voilà, je vous remercie infiniment. Bon voyage. Je m'excuse. Pas de souci. Laura est en train de se déplacer pour intervenir dans le forum des 100, donc elle a toutes les excuses. Voilà. Donc permettez-moi maintenant rapidement de dire 2 mots par rapport à ce que effectivement nous faisons à Business In.
Comme je disais tout à l'heure, nous connectons les PME avec les startups. Donc, l'idée, c'est aussi de créer des ateliers pour inspirer les PME d'utiliser les outils des startups et leurs produits. Et nous faisons en quelque sorte deux types d'ateliers, soit avec plusieurs PME autour d'une table qui ont un regard croisé sur une ou plusieurs problématiques dans la salle, mais également des ateliers en entreprise sur des thématiques plus pointues telles que le marketing digital par exemple. Donc là, plus d'informations sur notre site ou par email si vous êtes intéressé. Avant que vous nous quittiez, je voulais également vous signaler qu'il y a un nombre limité d'abonnements annuels au PME Magazine qui est offert aux participants. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur info@businessin.ch pour retenir cette opportunité. Et finalement, je voulais vous souhaiter une belle matinée à tous et vous rappeler que nous avons encore 2 événements avant la fin de l'année, un à Yverdon sur la numérisation dans l'immobilier et l'autre à Bulle sur les métiers de tradition, notamment la taxation du vacherin fribourgeois. Bonne journée à tous et au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.